Liza, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si vous n'êtes pas vraiment en pleine forme, la conversation d'aujourd'hui va vous aider à le devenir. Je suis assise avec un invité spécial aujourd'hui, Jean-Yves Dionne. Jean-Yves, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci beaucoup, Claudia. Écoute, c'est un privilège d'aller jaser à ta crowd, ta famille, ta tribu. Oui. Allons-y, moi j'ai du plaisir à parler. Ben, ça paraît. Moi, dans le fond, je t'ai découvert au premier congrès de la santé intégrative, donc dans le fond, en janvier 2024. On a eu le deuxième, là, il y a de ça quelques semaines. Puis, j'ai assisté à ta conférence, j'étais comme, il y a un pharmacien qui parle de la santé intégrative, qui met de l'avant les suppléments, qui se dit lui-même non conformiste. J'étais vendue. Et depuis ce temps-là, ben c'est ça. J'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn entre autres, voir beaucoup de ton contenu, puis ça résonnait beaucoup. Fait que quand je t'ai envoyé ma petite invitation, puis tu as dit oui tout de suite, j'étais comme, en plus, il est généreux de son temps, de ses connaissances. Fait que bref, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette conversation-là aujourd'hui avec toi. Ben avec grand plaisir. Comme je t'ai dit, moi, mon fun dans la vie, c'est d'expliquer des affaires, de parler aux gens, que ce soit en ligne, que ce soit sur scène. L'important, c'est de transmettre un message, voir des étoiles allumées dans les yeux du monde. Bon, en ligne, on le voit pas, là, mais c'est ça l'idée. C'est que si ton message résonne, les gens font « Hey, ça a de l'allure, ça! » Puis ils commencent à l'essayer. Ben il y a une progression, un petit pas à la fois, leur santé s'améliore, leur état s'améliore, leur réseau s'améliore. C'est ça qu'on veut. Ouais, absolument. Fait que quelques mots qui te décrivent, hein, pharmacien, conférencier, formateur, conseiller. Je t'arrête tout de suite oui, parce que pharmacien va débarquer fin mars. OK, ça se peut que la conversation soit publiée après le fin mars, fait que c'est super. Alors, que tu m'arrêtes tout de suite. C'est ça, parce que j'ai été pharmacien 40 ans, OK? Je pense que j'ai déjà donné pour la cause. Puis là, je sens que j'ai besoin de faire d'autres choses, j'ai besoin de faire plus de communication, de libérer la parole, fait que je vais arrêter de faire des consultations. Je comprends. Le seul acte pharmaceutique que je faisais, puis je vais m'orienter beaucoup plus du côté éducation, communication, pour parler à plus de monde. Alors, j'arrête à la fin de l'année fiscale de l'Ordre des pharmaciens, donc le 31 mars, je donne déjà donné, c'est déjà officiel. Alors, je serai Jean-Yves Dionne, être humain. Je me surnomme l'apothicaire éclectique parce qu'un apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. Il n'y a pas de définition légale. C'est ce que mon grand-père faisait, préparer des affaires pour une personne. Puis éclectique, ben, c'est celui qui ramasse le meilleur des thèses dominantes pour en faire quelque chose d'utile. C'est ça. Fait que c'est toutes des belles descriptions. Puis c'est ça, je pense que c'est écrit entre autres à quelque part sur ton site, c'est non conformiste. Puis encore une fois, c'est ça un petit peu qui m'a parlé. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, tu as été un pharmacien pendant 40 ans, que tu as cet aspect-là de OK, on fait de la consultation, on va peut-être un peu plus vers les suppléments, peut-être moins vers les médicaments. On n'est pas conformiste. Est-ce que c'est une expérience personnelle que tu as vécue? Est-ce que c'est avec le temps puis cette expérience-là, justement, que tu as découvert certaines choses qui t'ont amené vers ce message-là, ce positionnement-là? Écoute, c'est une réponse qui peut prendre 45 minutes qu'on va passer ensemble. C'est une réponse qui est complexe parce que c'est oui à toutes tes réponses. Okay. Alors, ça commence avec un individu qui est différent des autres. Je m'intéresse aux plantes médicinales depuis mon adolescence. J'étais à 15 ans un des membres fondateurs du cercle horticole de la ville de Sainte-Foy avec un paquet de madame à tête blanche. C'était très drôle. Mais j'ai 15 ans, tu sais. Puis, je m'intéresse aux plantes médicinales, je m'intéresse à la santé générale, je m'intéresse à autre chose que le médicament. Et déjà à l'université, j'étais quelqu'un qui pensait différemment. J'étais celui dans la classe qui posait la question que le prof voulait pas entendre. J'étais toujours un backbencher. C'était ça peut-être pour ça que je pêche, mais je paye pour mes péchés et je suis en avant maintenant puis j'explique. Donc j'ai du fun à me faire poser la question qu'il faut pas entendre. Là. Amène-moi ailleurs puis là je vais avoir du fun. Fait que
Moi-même, j'ai eu des cul-de-sac thérapeutiques. C'est-à-dire que tu arrives dans un contexte, une pathologie, tu fais comme, la réponse n'est pas médicale. Il y a d'autres choses à faire. Ah, tiens! Parce que tu te réponds des choses comme, on va prendre encore un traitement d'antibiotiques, ça fait 8 que tu fais, puis ça marche toujours pas. Fait que tu trouves d'autres choses. Puis, dans ma pratique, tu sais, je suis sorti de l'école de pharmacie en 84, ça fait longtemps. J'ai fait un bac en musique. Okay. Après, j'allais faire d'autres choses. J'ai été pharmacien remplaçant pendant des années, puis éventuellement, je vais gérer la pharmacie d'un ami pendant 1 an. Puis je fais, ben regarde, je ressemble pas vraiment à un pharmacien, je me sens un petit peu comme un extraterrestre, mais la pharmacie peut me ressembler. Intéressant. Ah! Et là, j'achète ma pharmacie en 92. Et là, je suis dans une micro-pharmacie, dans une clinique médicale. On est à Rawdon, dans la Naudière. Puis la gang des médecins, quand j'y rencontre la première fois, je dis, moi, je veux faire des produits naturels. Ils me regardent et disent, fais bien ce que tu veux, c'est à toi, tu payes le loyer. OK. Et j'avais puis des produits choisis, pas nécessairement ce qui est dans le circulaire. De toute façon, j'étais tellement petit que j'avais pas de circulaire. Puis j'étais pas obligé de vendre des couches, puis des ci, puis des ça. Alors, j'ai évolué. Puis à un moment donné, le plus beau compliment que j'ai jamais eu, c'est un de mes patients, ça fait 2 ans que je suis propriétaire, qui me revient et dit, docteur Untel, vous ne donnerez pas le nom, a dit que si Jean-Yves le dit, c'est correct. Wow! Fait que je deviens en 96 consultant pour l'industrie des produits naturels. Pour une raison fondamentale. Moi, je faisais toujours pareil. Je suis une espèce d'autodidacte, je fouille tout le temps, puis on est avant l'Internet. Alors, je fouille de toutes sortes de façons avec des magazines. Écoute, je suis abonné à American Journal of Clinical Nutrition. Journal de nutrition très avancé. J'étais pharmacien. J'étais pas nutritionniste pour Saint-Saëns, mais ça m'intéresse, les bases de la santé. Et à un moment donné, il y a un représentant d'une compagnie de produits naturels qui venait toujours me voir pour poser des questions parce que ses bureaux chefs n'avaient pas les réponses. Puis à un moment donné, il dit, regarde, on va m'arranger, il faut qu'on te paye pour ça. C'est là que je suis devenu consultant. Alors, j'ai fait des conférences, d'éducation, de la formulation, de la documentation, puis ça a développé. J'ai été rédacteur, rédacteur pour des magazines, Vitalité Québec, fait plein de choses. Puis, éventuellement, je vais vendre ma pharmacie en 2000 avec le pari que je peux vivre du consultant. Puis, c'est ce que j'ai fait. Bon, il y a des hauts et des bas. La vie d'un consultant, c'est très variable. J'étais enseignant, j'ai été chargé de cours à l'Université de Montréal. J'ai développé un cours de produits naturels de 99 à 2003. Puis en 2003, politique aérie interne, hop, quelqu'un prend le cours, puis moi, je disparais. C'est la vie des chargés de cours. Hein. La définition d'un chargé de cours, c'est enseignant à statut précaire. Alors, ça le dit dans le titre, hein? Exactement. Puis quelques années plus tard, le cours disparaît. Il parle plus pas du naturel du tout. J'enseigne toujours à l'Université de Montréal, mais pas dans la faculté de médecine, département de sciences biomédicales. Puis là, je parle à des étudiants en sciences biomédicales, souvent 2e cycle. Puis là, je parle de plantes médicinales, de projets de recherche, de regarder les études cliniques, un regard un peu critique, un peu d'histoire, ça vient d'où tout ça. Fait que tout un paquet de modules. Puis j'enseigne à l'Université Laval, en pharmacie, les produits naturels pour les futurs pharmaciens. Mais c'est 18 heures dans un cours de 4 ans. Puis c'est pas juste 4 ans, un PharmD, là, c'est 3 sessions par année. C'est pas juste 2, là. Fait que tu fais session d'automne, session d'hiver, session de printemps. Ils travaillent comme des fous, ces gens-là. Pour la bonne et simple raison que ça aurait dû être un cours de 5 ans, peut-être même 6, comme dans certains endroits, mais on avait une pénurie de pharmaciens, fait qu'ils ont squishé ça à 4 ans, puis qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une année sans graduation. Fait que c'est atroce comme coup. Ils sont jammés, là, coup. Mais toujours est-il que moi, j'ai évolué. 2009, je pars mon blog parce que c'était l'époque, tu sais, OK, l'avenir est en ligne. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais ça va être en ligne. Fait que je pars un blog. Puis étant pharmacien, ben j'ai les 2 mains attachées pour tout l'aspect monétaire. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas avoir de pub parce que, fait que je le fais pareil. Écoute, à un moment donné, je publiais 3 articles par semaine. Wow. Je sais pas si tu le sais, mais des articles de fond, ça prend plus qu'une journée à écrire. Oui, absolument. De choses et d'autres, ben, je prends mon bagage et je développe des cours pour les professionnels. Puis je dis, au départ, c'est les pharmaciens, mais c'est tous les professionnels, tous les intervenants. J'ai eu tout sortes de monde dans ma salle. J'ai développé un cours de 65 heures à peu près, qui est un cours de formation continue, qui est maintenant disponible sur ma plateforme, tout enregistré. Alors, en salle, puis à un moment donné, ben, ça s'étiole. Puis à un moment donné, tu le pars en ligne, ça part, puis ça s'étiole, puis comme toujours. Fait qu'il faut que tu te renouvelles tout le temps. Arrive la pandémie. Puis là, ben, pour moi, ça a été une bénédiction. Parce que un certain 13 mars, ma vie arrête. Tous mes trucs de consultant arrêtent. Les cours que je donnais dans les cliniques médicales, sérieusement, là, en ligne, dans des cliniques médicales, ça arrête. Tout arrête. Alors, on est obligé, ma conjointe et moi, de s'asseoir. On fait quoi, là? Et là, on s'est réinventé, comme tout le monde dans cette période-là. Puis on a
pris le savoir qu'on avait, puis on l'a modulé pour monsieur et madame tout le monde. J'appelais ça les concentrés de santé. J'en ai sorti une série, bon, j'avais du temps, j'avais rien d'autre, j'en ai sorti une série, puis après ça, je continue à 1 à 2 par année. Le dernier, c'était Andropause, que j'ai fait avec le spécialiste de ça, qui s'appelle Jean Drouin à Québec. Mais moi, j'apporte tout l'aspect médecine fonctionnelle, l'aspect comment je peux m'occuper moi de moi-même. Donc, on parlait à monsieur, à la testostérone. Curieusement, il y a beaucoup de femmes qui ont écouté. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Le dernier, après ça, qui va tomber en ligne incessamment, c'est dépression. Mais ça, c'est au-delà des antidépresseurs. Écoute, c'est 3 heures de cours super intenses sur les facteurs de risque. Puis, je suis pas psychologue pour Saint-Saëns. Fait que toute la thèse psychologique, je ne la nie pas, mais je suis pas capable d'être là. Moi, mon coffre à outils est ailleurs. Fait que je vous parle de nutrition, de suppléments alimentaires, de causes, d'environnement, de tout le reste. Puis, on va vraiment au fond des choses. J'en ai un autre qui s'en vient sur l'inflammation chronique. Pourquoi? Comment? Ça vient d'où? Qu'est-ce que je peux faire? On a ces 2 webinaires d'1 heure et demie. Ça a lieu 6 et 13 mars. Mais une fois qu'ils sont donnés live, ils sont enregistrés et disponibles. Fait que c'est tout accessible dans ma plateforme. Et le but, pour moi, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce que je peux donner des outils à la personne qui m'écoute que la personne peut gérer elle-même. Ouais. C'est pas le but de vendre un service. Je ne veux plus faire ça. Puis ça n'a jamais été mon but, même quand je faisais de la clinique. C'est pas de dire, regarde, il faut absolument que tu viennes me voir. Non, non. Moi, tu viens me voir une fois. Puis si tu as besoin, tu viens me voir une deuxième fois. Puis il y a des gens qui m'ont vu une fois par mois pendant un bout de temps. Mais souvent, c'était une fois, 2 fois, c'est fini. Je te donne un coffre à outils. C'est à toi de le gérer. Fait que mes formations, c'est exactement ça. Quel beau parcours. Merci pour le partage. Puis merci de faire ce que tu fais parce qu'on en a besoin et de plus en plus. On parlait d'inflammation, inflammation chronique. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont pas en très, très bonne santé optimale de nos jours. On va dire ça comme ça. Ben, au Québec, on n'est pas si pire par rapport à la norme internationale. Mais nos voisins du Sud, là, c'est 94 % des gens qui sont en mauvaise santé métabolique. 94 %. Puis des gens qui ne savent pas c'est quoi la santé métabolique. Bon, OK. Quelle est la définition de ça? On va te la définir. Merci pour la question. Ça, c'est le genre d'affaire. Tu sais, des gars comme moi, on parle beaucoup, puis à un moment donné, on part dans notre monde, puis les gens font que j'ai rien compris ce qu'il dit, là. Fait qu'il faut me ramener dans le terrain du monde. L'idée, c'est que ton métabolisme, c'est ta capacité d'utiliser l'énergie que tu prends pour faire quelque chose avec. Alors, tu consommes des aliments et tu développes dans tes cellules de l'énergie. Pour ceux qui se rappellent leur biochimie, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Mais il y a un paquet d'embûches là-dedans. C'est-à-dire que c'est vrai que l'outil le plus facile, c'est le glucose qui passe dans tes cellules, dans tes mitochondries, puis tu fais de l'énergie avec. Cool. Mais le problème, c'est quand on a trop, puis c'est pas nécessairement sucré, cette affaire-là. Là. Ça peut être pain, pâte, patate, aliments transformés, ce que moi j'appelle le néfaste food. Ça fait qu'à un moment donné, tu t'encrasses quelque part. Tu as une résistance à l'insuline. C'est quoi? C'est que quand tu consommes un aliment avec des glucides dedans, donc pain, pâte, patate, amidon, sucre, etc., ça rentre dans ton système, il y a une hormone qui est générée par ton organe qu'on appelle le pancréas, qui va faire, toi tu connais tout ça, mais peut-être que les gens qui écoutent ne connaissent pas, et qui fait rentrer tes glucides dans tes cellules. Mais à un moment donné, il y en a trop. T'en as eu trop souvent. Tu sais, le déjeuner typique québécois, là, bol de céréales, jus d'orange, café, c'est de la chenoute. Yogourt, granola, céréales, yogourt, j'ai pas si pire. Parce que si t'as pas d'intolérance aux produits laitiers, puis tu prends un yogourt nature, genre yogourt grec, passe toujours. Si t'as une intolérance comme moi, ben tu prends pas ça, je vire fou. Alors ça, c'est individuel, ces choses-là. Oui, il y a beaucoup de gens avec une intolérance, puis c'est peut-être pas le meilleur aliment pour un adulte. C'est toujours est-il que c'est mieux ça qu'un bol de Fruit Loops. C'est sûr. Alors ça, c'est le problème. Alors, tu arrives avec un problème de résistance à l'insuline. Ton insuline ne fait plus sa job parce que les cellules font « j'en veux plus ». Donc, les récepteurs à l'insuline changent de forme, littéralement, et ils sont plus actifs. Le seul tissu qui ne vient jamais résistant à l'insuline, tu auras deviné que c'est le gras. Les cellules adipeuses, surtout les cellules abdominales. C'est pour ça que quand les gens engraissent, tu sais, on va faire 2 parallèles. Madame Chose, puis c'est pour ça que je prends une femme, 2 personnes. Égale, même grandeur, même poids. Il y en a une qui a des hanches, elle s'aime pas, elle se trouve pas belle, elle a une taille. Elle n'est pas en mauvaise santé. Madame Chose 2, qui a le même poids, même grandeur, a pas beaucoup de hanches, mais une petite bédaine. Elle a un problème parce que le gras abdominal génère de l'inflammation, puis ça t'amène dans la maladie. Alors c'est là où la santé métabolique, c'est la capacité de ton corps d'utiliser les différents carburants que tu as
de façon efficace. Alors, tu as les glucides d'un bord, je viens d'en parler tantôt, mais tu as les gras l'autre bord. Puis on s'est fait dire depuis 50, 60 ans que le gras, c'est donc pas bon, ça bouge les artères, blablabla, ce qui n'est pas vrai. Fais attention aux œufs, là. Faut pas trop en manger. Puis... Bon, merci. Très bon exemple. Les œufs, écoute, dans le guide alimentaire des années 40, dans le temps de la guerre, c'était marqué un minimum de temps d'œufs par semaine. Pas un maximum, un minimum, parce qu'on savait que c'est un aliment accessible, c'est un aliment riche en nutriments, riche en protéines, très bien digéré. Et quelque part dans les années 70-80, t'as du cholestérol, c'est trop dangereux. Le cholestérol ne bouge pas les artères. C'est d'autres choses qui fait que le cholestérol plug là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Alors, on a eu un paquet de tangentes. Puis là, la grosse tangente actuelle, c'est le vegan. Pour toutes sortes de bonnes raisons, mais c'est mauvais pour la santé. Puis là, je mange pas mes mots. Après 1 an, 2 ans, hey, j'ai plus d'énergie, cool. Après 20 ans, oh, j'ai plus d'énergie, je suis tellement plus en forme. Tu les vois toutes. Puis là, il venait me boire pour dire, aide-moi. Ben là, première affaire, tu vas mettre des protéines dans ce que tu manges. Est-ce que tu es d'accord de rentrer au moins des œufs? Ah, ben là, écoute, trouve-toi des œufs bio de poule en liberté, je m'en fous, là. Mais mets-moi une source de protéines assimilable. Parce que tu manques de méthionine, tu manques de minéraux. Mais les gens savent pas. Ils mangent végé par principe. Cool. Mais apprends. Manger végé, c'est difficile. Tu sais, la grande prêtresse du végé, une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Renée Frappier, c'est la fondatrice des Manger Santé, a dit dans tous les cours qu'elle a donnés pendant 30 ans ou 40 ans, tous les soirs, sur le comptoir, il y a quelque chose qui trempe pour le souper de demain. Si tu fais pas ça, tu achètes du tout fait, tu es dans le trouble. Mais ça, c'est vrai dans l'omnivore aussi. Si tu achètes du tout fait, tu es dans le trouble. Ça tombe dans le néfaste food, c'est pas fait pour ça. Donc, voilà. Fait que nos voisins du Sud, très, très mauvaise santé métabolique, 94%. Nous, on est un petit peu mieux, mais on le voit quand même. Tu sais, tendance diabète type 2, obésité, qui commence très jeune au niveau des enfants aussi. Regarde comment on les nourrit, nos enfants. Ben, c'est ça. La première aberration, c'est de dire qu'on a besoin de prendre des collations. C'est pas vrai, ça. C'est un mythe qui a été implanté dans les années 80, 90, puis ça suit le cycle de la résistance à l'insuline. Tu sais, la pointe de sucre dans ton sang, ton insuline, 3 heures plus tard, t'as faim ou t'arraches la tête à quelqu'un. OK. Alors, collation aux 3 heures. Mais ça règle pas le problème, ça l'aggrave. Et là, tu as un paquet d'enfants qui vont grignoter toute la journée, qui apprennent ça comme modus operandi, arrivent comme adultes, font la même affaire, puis là, arrivent chez le médecin, puis là, salut mon homme, t'as fait un infarctus. Tu l'as pas vu venir. Ben voilà. Puis l'autre problème, c'est qu'encore là, on s'est fait dire depuis 50 ans que le soleil va nous tuer. Fait qu'on badigeonne nos enfants de FPS 1 million, ils font pas de vitamine D, ils arrivent à l'automne, couleur lait écrémé, puis on se demande pourquoi ils sont toujours malades. Ouais, c'est ça. Fait qu'au-delà de la nourriture, de l'alimentation, de la nutrition, c'est quoi les autres piliers de la santé, les autres bases de la santé qui vont nous aider à garder une bonne santé métabolique puis à vieillir en santé? Merci, t'as mis les bons mots, là. Qui vont nous aider à avoir ou à maintenir ou même à retrouver, après l'alimentation, c'est l'activité physique, la gestion du stress / le sommeil, puis après ça, il y aura d'autres choses. Mais t'es kin, fait que tu sais de quoi je parle. Les gens ne bougent pas. Les gens sont assis devant leur ordinateur, ils font leur loisir à l'ordinateur, ils travaillent à l'ordinateur. Le gros travail, c'est d'aller prendre son char puis aller travailler. Puis là, ils sont poignés dans le trafic, fait que le stress embarque. Alors, on est fait pour bouger. On n'est pas fait nécessairement pour être des athlètes. Et là, le problème, c'est que les communications, encore là, les médias, à peut-être bonne intention, les groupes qui avaient participation qui ont un peu disparu, mais t'as Pierre Lavoie avec son défi, c'est de nous faire bouger. Fine. Sauf que on nous met dans l'image qu'il faut être des athlètes. Si tu peux pas aller juste faire un petit jogging de 2 km, il faut que tu fasses un marathon. Non. T'as pas besoin de devenir un triathlète. Tu sais, puis tu le vois, les gens autour de la quarantaine, ils constatent que la vie commence à être rough parce qu'ils sont plus des enfants. Ils commencent à vieillir. Bon, OK, il faut que je me prenne en main. Là, ils embarquent dans un gym, commencent à faire du vélo, commencent à faire de la course, de la natation. Je vais faire du triathlète. Puis là, il faut absolument faire de la compétition. Là, tu les vois aller, toute la gang, là, puis ils pognent un mur à un moment donné. Paf! Puis ils se tapent une dépression, d'autres choses. J'ai un exemple typique d'un gars qui commence dans la quarantaine, petite bédaine, commence à se prendre en main, commence à courir, il aime ça. Puis là, commence dans un club de triathlon, puis éventuellement fait des Ironman. Pas être plate, là, mais des Ironman, là, c'est pour une infime minorité de la planète parce que l'être humain n'est pas fait pour dépenser autant d'énergie aussi vite. Il y en a qui sont capables. Mais quand tu as un job, une famille, puis tu t'entraînes 25, 26 heures par semaine, à un moment donné, tu échappes des balles, là.
Fait que tu les vois toutes cassées. Maladie chronique, blessure qui répare pas, dépression. On veut pas aller là. Donc, l'activité physique, c'est quelque chose où tu veux en faire quelque chose de relativement intense pour que le reste de ta journée soit facile. Le vrai marathon, c'est ta journée. Surtout les gens qui ont des enfants. Vous le savez, on part le matin comme des débiles, on est à la cour, là, amène des enfants à l'école, à la garderie, brrr, là, tu travailles comme un fou, tu arrives à la maison, tu fais les devoirs, les soupers, les bains, tu arrives à 10h, 10h30 le soir, tu es épuisé. Ouais. T'as pas la capacité de faire. Puis là, tu te fais dire, chérie, tu aurais fait du jogging, t'as grossi. C'est comme, Tu sais, fait qu'à un moment donné, le corps humain est fait pour bouger. Et si tu regardes, là, on va se faire une image idéale du chasseur-cueilleur. Idéal parce que c'était certainement pas vrai. Tu avais deux types, le yang puis le yin, monsieur puis madame. Monsieur, il est en charge de défendre le village, d'aller chasser. Fait qu'il est bien bon pour trouver son chemin avec des indices minimes. Il est très bon. Il y a un système pour brûler de l'énergie puis courir pas vite, longtemps pour attraper sa proie puis revenir. Madame, c'est l'inverse. Madame est faite pour gérer la place. Fait qu'elle voit tous les détails. Elle connaît toutes les relations interpersonnelles. Elle sait où aller cueillir telle affaire, puis elle sait que les enfants sont sur le bord du feu, puis elle a des yeux derrière la tête. C'est pour ça que madame, quand elle se promène aujourd'hui, demande son chemin, puis monsieur le demande pas. T'sais, on a des vieux patterns dans la tête. Ouais. Mais dans les deux cas, puis c'est pas une question de jugement, c'est une question de voir les choses. Le chasseur qui revient à la maison, puis qui regarde le feu, puis rien à dire, il y a bien des gars qui arrivent à la maison, s'évagent dans la TV, puis n'ont rien à dire. C'est pas parce que c'est mal. À un moment donné, il faut que tu réalises que tu vis en société, tu vis avec quelqu'un, à un moment donné, il faut que tu trouves un juste milieu. Mais, excusez, ça, c'est mon psychologue à Saint-Saëns. Mais dans les deux cas de mon chasseur-cueilleur idéalisé, parce que ça ne devait pas être nécessairement ça, tu avais quelqu'un qui bougeait du matin au soir. Tu n'avais pas quelqu'un qui faisait du marathon ou qui devenait culturiste ou qui était super bon dans un sport. Il était bon dans des activités essentielles à sa vie. Lancer quelque chose, savoir comment cuisiner telle affaire, déplacer des choses, mais bouger parce qu'il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait rien. Là. Fait qu'il faisait tout. Fait que c'est ça qu'il faut retrouver dans notre vie. Pas dire « je suis l'athlète ». Si ça te tente, vas-y. Mais dès que tu mets le mot « performance », avec le reste de la vie, il y a quelque chose qui débarque. Ouais. Les athlètes professionnels, les athlètes amateurs, ils ont toute une équipe qui les pousse, là. Un entraîneur, plusieurs des fois, nutritionniste, psychologue sportif. Je m'excuse, moi j'ai été entrepreneur, travailleur autonome, et j'ai pas une équipe qui me pousse, c'est moi qui tire. Quand j'avais ma pharmacie, je tirais sur mes employés, mais je tirais sur mon banquier, sur mes clients, à un moment donné, tu es fatigué. Comme travailleur autonome, c'est la même chose. On est deux ici à travailler. Alors, tu es toujours en train de créer, puis à un moment donné, ça vient te chercher parce que tu n'as pas quelqu'un qui pousse pour toi. Puis ça, c'est la réalité de bien des gens. Tu travailles en entreprise, on s'attend que tu réussisses à ce que tu fais, tu sois bon dans ce que tu fais. Mais il n'y a personne ou très rarement quelqu'un qui dit « Hey, tu tapes dans le bout, j'aime ça, ce que tu fais, continue. » J'aimerais ça que ça soit plus fréquent, mais c'est souvent « Hey, t'en as pas fait assez, t'as pas atteint tes objectifs. » Puis là, c'est comme « je veux aller ailleurs de burn-out. Drôle de société que nous avons. Oui, c'est clair. Puis ça fait augmenter le taux de cortisol, le stress, l'inflammation, tout ça est tellement interrelié, tu sais. Absolument. Ce que j'entends, c'est développer un mode de vie actif. Puis aussi, tu sais, puis même moi, personnellement, je l'ai vécu parce que moi, j'ai été une athlète de patinage artistique pendant longtemps. Sport-études, grosses compétitions, etc. Et après ça, j'ai fait du powerlifting, donc vraiment l'entraînement plus en force. Puis ce qui s'est passé quand j'ai lancé ma business de coaching en ligne en 2016, c'est que avant je donnais des cours, je travaillais dans les gyms, j'étais très, très, très active, je sortais dehors, etc. Tout ça, je donnais des cours à l'intérieur, à l'extérieur. Puis quand je me suis lancée en ligne, oui, j'avais mon entraînement intense de la journée, mais le reste des 23 heures, je me suis rendu compte rapidement que, coudonc, je bouge pas tant que ça finalement, tu sais. Parce que mon mode de vie avait changé parce que là, j'étais rendue en mode consultation, en mode virtuel. Fait qu'il a fallu que dans les dernières années, je sois plus intentionnelle avec, la variété de mes mouvements parce que je me suis rendu compte que faire du powerlifting, c'est effectivement comme bien des sports. Quand tu fais ça, tu sais, de façon très souvent intense, à haut volume, c'est peut-être pas la meilleure chose pour ton corps, là, tu sais. Fait que la variété de mouvements, d'activité physique et la fréquence puis il a fallu que je décortique puis je défasse ce mindset-là de à chaque fois que je bouge, il faut que ça soit pour l'intensité de la performance du volume, tu sais. Mais non, je peux m'étirer dans mon salon, je peux aller prendre une marche dehors, tu sais. Je vais redire ce que tu viens de dire là avec quelques exemples. Alors, par exemple, je vais vous citer mon grand-père.
qui est décédé dans les années 80, donc, tu sais, d'une autre génération. Lui avait pris une décision quand il est tombé à la retraite, je ne m'assois pas avant l'heure du midi. J'aime ça. C'est un petit détail, mais tu regardes combien de vieux s'assoient dans leur chaise en se levant, se lèvent pour aller manger dans une autre chaise, se rassoient, puis à un moment donné, ils sont dans leur chaise tout le temps. Puis on sait que rester assis sans variété, mettons, c'est mauvais pour la santé en soi. Ouais. C'est mauvais pour ta posture, mauvais pour plein d'affaires. Puis tu développes un paquet de mauvais réflexes. Un exemple, là, on est tous les deux devant un ordinateur. Alors, la plupart des gens qui travaillent à l'ordinateur ont tendance à s'envoyer le menton par en avant. Ouais, pour voir mieux leur écran. Fait qu'est-ce qui se passe? Tu viens de changer l'axe de tes vertèbres, puis là, éventuellement, ça peut donner des problèmes de cou, mais très souvent, tu sais pas là que tu as mal. Tu as mal ailleurs, tu as mal aux yeux, tu as mal à la tête, tu as mal, tu sais, parce que tu n'es pas dans l'axe. On est fait pour travailler contre la gravité. Si ton mode de vie fait en sorte que tu bouges, puis ma définition de l'activité physique, tu vas trouver ça drôle, c'est le plus basic que tu peux imaginer. Quelque chose qui te force à respirer puis qui te donne chaud. Je m'en fous de ce que tu fais, pourvu que ce soit varié. Alors, ça peut être faire du ménage, jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants, ça peut être monter des escaliers, ça peut être jardiner, ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est que tu veux dépenser l'énergie au lieu de la stocker, puis tu veux entretenir un système qui va se nettoyer parce que tu bouges. Fait que c'est ça, mais tu veux faire ça tous les jours. Tu veux aller une étape plus loin, ben là, tu vas faire un truc structuré. Comme par exemple, moi, j'habite dans un trou perdu, magnifique, sur le bord d'un lac, avec l'Internet haute vitesse, mais 8,4 km de chemin de terre, fait que je suis loin. Alors, j'ai pas accès à un gym. Il n'est pas à la porte. Même quand je restais à Montréal, le gym, c'était à 20 minutes, ça me faisait j'ai de la misère avec ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait à Montréal? Je l'avais dans le sous-sol. Là, il est dans mon garage. Fait que là, je m'habille comme un crétin parce qu'il fait moins 10 dans mon garage. Mais j'y vais pareil. J'y vais 3 ou 4 fois par semaine. Puis je vais dehors les autres jours. Le but étant d'activer, pousser la machine un peu plus, ce qui fait que le reste de la journée est plus facile. Ouais. C'est ça le principe. C'est pas je veux absolument atteindre telle affaire ou ma médaille de participation au Tour de l'île. Fais donc du vélo avec tes enfants. Tu sais, genre. Ouais, je comprends. Ouais, j'adore ça. Je trouve que ça l'aide aussi à avoir une intention avec moins de pression, justement. Tu sais, moi, les gens, ils viennent me voir, je veux m'entraîner parce que je veux perdre du poids. OK. Et... Smart. OK, smart. Tu vas en perdre combien, sur quelle période, puis pourquoi tu veux perdre du poids? Tu sais, parce que... Exactement. Sérieusement, moi, j'aime pas la notion du poids santé. Pourquoi? Parce qu'elle est mal faite. Elle nous oriente vers un moule esthétique que tu ne veux pas. On se base souvent sur l'indice de masse corporelle. Puis là, on va s'amuser un petit peu. L'indice de masse corporelle, c'est une invention des statisticiens pour qu'on soit capable de comparer des gens entre eux. On ne peut pas les comparer à cause de la grandeur. Le poids, ça ne marche pas. Fait qu'on prend le poids divisé par la grandeur au carré. Pourquoi au carré? Ça enlève une variable. Fait qu'on a toute une place dans cette courbe-là. On nous dit puis je ne sais pas si c'est ça que tu enseignes, mais la santé, c'est quelque part entre 19 et 25 en termes d'indice de masse corporelle. J'ai plus que 26, puis j'ai un pourcentage de gras en bas de 15. Fait que oublie ça. Ça ne tient pas compte d'une chose importante, ça ne tient pas compte de ta masse musculaire. Ouais, de la composition corporelle. Moi aussi, j'ai toujours été dans le 25-26, parce que c'est ça. Fait que non, c'est pas quelque chose que j'enseigne puis que je mets de l'avant. Mais je vais aller plus loin que ça. Dans les statistiques qui sont sorties au Canada et ailleurs, tu vois une courbe étrange où, selon l'indice de masse corporelle versus la mortalité, les gens, ou mortalité toute cause, pas nécessairement l'âge à laquelle tu meurs, mais de quoi tu meurs, le groupe qui meurt le moins, c'est ceux qui sont entre 25 et 30. Ceux qu'on qualifie de grassouillets. Puis t'en veux-tu une bonne? Le groupe qu'on qualifie d'obèse entre 30 et 35 meurent moins que ceux qui sont entre 19 et 25. Et les gens plus minces que 19 meurent plus que tout le monde. Fait que tu fais comme, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas dans nos définitions statistiques parce que ça ne tient pas compte du vrai monde. Ça tient compte d'une espèce d'idéal. C'est pour ça que j'aime pas le poids santé. J'aime la notion de es-tu bien dans ta peau? Est-ce que tu te sens bien dans tes vêtements? Puis ça, souvent, c'est à la fois physique et psychologique. Là. Absolument. Là, je vais prendre encore mon petit chapeau de psychologue à Saint-Saëns. Puis je me satirise moi-même en disant que je ressemble à Lucie dans Charlie Brown, par ceux qui connaissent la référence. Je dis des absurdités autant qu'elle. Mais, puis surtout dans le monde féminin, puis maintenant, les hommes commencent à tomber là-dedans, les jeunes, on se compare à un idéal qui est impossible. Tu sais, les starlettes américaines qui sont en plastique, là, qui, à 50, 60 ans, n'ont pas une ride d'en face. Même les hommes, tu regardes Tom Cruise, il a exactement le même âge que moi à quelques semaines près.
puis il a une face en plastique, puis tant mieux pour lui. Il passe une fortune, puis d'énergie folle pour être en forme. Tant mieux pour lui. Mais moi, je prends une énergie intéressante pour être en forme parce que je veux bien être en forme. Mais à un moment donné, tu dis, j'irai pas avoir un facelift parce que je vois pas l'utilité. Puis mon modèle, c'est pas lui. Mais pour la génération qui suit les médias sociaux avec, je vais sortir du carcan des vieux, autrement dit chez les plus jeunes, avec TikTok, Instagram et autres plateformes, où là, on te met une image plastique irréelle. Photo lichée, Photoshop, puis tout le monde va le faire. Je vais mettre le meilleur de moi-même en ligne, je ne mettrai pas l'ordinaire. Fait qu'on a toute une vision impossible. Fait que là, combien de gens se foutent en dépression parce qu'ils sont pas capables d'atteindre ça? Tu sais, il y a des gens qui ne seront jamais minces. Point. J'ai une amie qui, elle commence à retrouver le contrôle de son poids, mais elle a monté à des quantités folles, puis elle mange la moitié de ce que je mange. Elle a un métabolisme qu'on n'a jamais vu, j'en connais quelques-unes comme ça. Elle mange comme un oiseau, puis elle engraisse. Fait que, comment tu veux qu'elle se conforme? Ouais. Bon, elle a la maturité puis la sagesse de dire OK, fuck the world. Moi, j'essaie d'être bien dans ma peau. Puis là, elle commence à retrouver une forme de contrôle, mais elle reste encore hors norme. Puis, sérieusement, elle mange moins que la moitié de ce que je mange. Fait qu'à un moment donné, on peut pas excusez l'anglicisme, fitter dans un moule. On est des individus, on est imparfait. Tu sais, moi, je prône beaucoup l'anti-âge, défier le vieillissement. Je fais des conférences là-dessus, je fais des ateliers, on a des retraites là-dessus. Mon but, c'est pas de dire faut être parfait, puis il faut vivre jusqu'à l'âge X, on va tous se rendre à 120. C'est pas vrai, pantoute. On sera jamais malade, c'est pas vrai, pantoute non plus. On va tous être malade un jour, on va tous mourir un jour. On peut-tu avoir un voyage en forme, heureux, utile? Puis moi, le mot utile est bien important, parce que surtout après un certain âge, tu vois un paquet de vieux qui déclinent à une vitesse folle. Pourquoi? Ils se sentent inutiles. Ah, mes enfants viennent plus de voir. Ben, arrange-toi pour qu'ils viennent te voir, ou va les voir, ou sois utile dans ta communauté. Je me contrefous. C'est le ikigai japonais. Es-tu sur ton X? Es-tu utile? Te sens-tu bien et heureux à faire ça? Je me fous de quoi? Mais fais-le. Oui. Oui. C'est ça qui est la santé intégrative puis la santé globale. C'est beaucoup plus qu'un chiffre sur la balance, là, tu sais. C'est certainement. Puis ça impacte beaucoup plus comment on se sent aussi. T'sais. Ça commence là. Ça commence dans l'attitude, entre les deux oreilles. Tu sais, les gens qui vieillissent, que tu as le goût, tu sais, il y a deux types de vieux que tu vas rencontrer. Des vieux acariâtres, qu'on appelle tous des vieux Chris. Tu veux pas les rencontrer, ils chiolent tout le temps. On en connaît tous un, au moins, là. On en connaît plusieurs. Quand tu freines dans un certain moment, tu as l'impression que tout le monde parle de ses bobos, de ses médicaments. Peux-tu parler d'autre chose? Puis tu as à côté de ça quelqu'un qui rayonne. Il a un petit sourire en coin, il a les yeux brillants, il a peut-être mal, mais il te le dit pas, c'est pas important. Il est concentré sur quelque chose à faire. Mon exemple en ce moment dans notre société, c'est Jeannette Bertrand. Elle va avoir 100 ans le mois de mars. 100 ans. Elle est active, elle fonctionne, elle a des groupes de femmes, elle fait des rédactions. Puis tu fais comme, mon Dieu que c'est inspirant. Mais c'est la première à dire en entrevue, regarde, quand je vais arriver chez nous, ça va faire mal. Oh, OK. Elle a 100 ans, la madame, à une carrosserie qui a 100 ans. Mais elle est tellement motivée par son rôle à jouer, sa mission, que tout le reste devient secondaire. Elle fait ce qu'il faut pour être en meilleur état. Elle fait, entre autres, du vélo stationnaire 20 minutes par jour, tous les jours. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, là. Elle fait pas ça pour faire une compétition. Elle fait ça pour elle. Fait que quand on met tout dans la notion de l'attitude, puis l'attitude, c'est le verre à moitié plein. C'est pas trouver des solutions. Puis, exactement. C'est OK. Il y a du verglas dehors. J'ai-tu mes crampons? Pas il y a du verglas dehors, je sors pas. Moi, je viens d'un monde. Ma mère disait des grossièretés du genre il fait beau dehors, hein? On va bien payer pour demain. Tu vois-tu le genre, là? Ouais. Moi, je viens de là. Je viens d'un monde hyper négatif. Son père disait une phrase complètement déprimante. La vie, c'est comme un oignon qu'on épluche en pleurant. Wow! Ouch! OK? Ouch! C'est un bel exemple que peu importe ce qu'on a entendu quand on était jeune, ben on peut devenir quelqu'un comme toi de positif. Merci beaucoup. Ça se fait, on peut changer ça, puis on peut développer un mindset positif puis une bonne attitude. Oui, et ça se fait une journée à la fois, une pensée à la fois. Quand on se prend à spinner dans le négatif, OK. Moi, je t'ai parlé des exercices. Je fais des exercices tôt le matin. Pour une bonne raison.
Parce que j'ai constaté, puis si je ne l'ai pas constaté, ma blonde va me le dire, que quand je ne fais pas d'exercice le matin, je ne suis pas la même personne dans la journée. J'ai bien des gens, tu dois en connaître, qui font l'exercice le soir ou quand ça donne. Moi, c'est le matin. Parce que c'est ça qui me réveille. Ça me donne une shot de dopamine puis d'endorphine. Puis là, ma journée est plus le fun. Ouais. C'est moi, ça. Ma blonde, c'est l'inverse, OK? C'est une fille de basse pression. Elle se lève le matin, puis le train commence bien lentement. Chacun son modèle. Ouais. Tu sais, on n'est pas obligé de tout avoir le même modèle. On est fait pour être individuel, pour améliorer au jour le jour, tu sais, l'amélioration continue, en sachant que la carriole, elle se détériore toute seule. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma carriole ne rouille pas, puis que je sois en bon état, du mieux que je peux, mais j'aurai des embûches. Et c'est ça l'idée de vieillir en santé, parce que tu regardes les vieillards, je vais te donner un exemple, une des tantes de ma blonde, qui n'est pas dans sa lignée directe, là, c'est la femme de, peu importe. Écoute, elle est morte à 103 ans. Elle avait encore son appartement. Wow. C'est une femme avec un humour, mais un humour décapant. C'était vraiment fascinant, je avec elle. Et elle est décédée, et on a eu un eulogy, un éloge. En tout cas, c'est quoi le mot? Un hommage? Sa fille nous a parlé d'elle un an plus tard, en disant que c'était une famille compliquée, le mari était difficile. Puis à un moment donné, le mari décède. Elle dit, j'ai vu ma mère fleurir à 80 ans. Wow. Elle est devenue une autre personne. Puis c'est cette énergie-là qui l'a menée pendant encore 20 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut vraiment s'accrocher sur les belles choses, le truc constructif de notre vie. Oui, on a des problèmes. OK, comment je peux passer par-dessus? Puis ici, au Québec, ou dans la francophonie, on n'est pas en Ukraine. On n'est pas en Palestine. C'est ça. T'sais, on est capable de voir le beau côté, puis d'améliorer ce qu'on a, puis d'améliorer le sort des gens autour de nous autres. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est vraiment inspirant tout ça. Ça me donne le goût de vieillir en santé puis de bonne humeur, là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui veut vieillir malade? Tu sais, sérieux. Qui veut être un locataire de CHSLD? Personne. Non, c'est ça. Ah, j'adore ça. Jean-Yves, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de suppléments, produits de santé naturelle. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui a la croyance que les suppléments, c'est tout de la merde, c'est tout de la scrap, ça sert à rien? OK. La première chose qu'on va demander, c'est que si tu dis ça, est-ce que tu as fait tes recherches pour dire ça ou tu as écouté l'opinion de quelqu'un d'autre? Souvent, les gens qui pensent comme ça, puis il y a bien des professionnels qui pensent comme ça, ils vont dire, puis de mes collègues pharmaciens, c'est pas prouvé. As-tu fait tes recherches? La réponse, oui, il y a beaucoup de marketing là-dedans, puis il y a beaucoup de chinois sur les tablettes. C'est aussi vrai dans le laboratoire, entre toi et moi, il y a des modes là-dedans aussi, là. Mais dans le monde des produits naturels, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de produits inutiles. C'est vrai, ça. Par contre, il y a énormément de science sur des ingrédients, des produits qui améliorent la qualité de vie, qui diminuent les risques de maladie. Puis je vais te donner quelques exemples. La vitamine D, que mes étudiants appellent la vitamine d'ione, OK? Tellement je suis un fan de ça. Il y a un mouvement dans le monde médical de dire on l'enlève, ça sert à rien. OK. C'est pas parce que j'ai pas d'études cliniques qui démontrent que je vais renverser une maladie avec une molécule naturelle que ça marche pas. Parce qu'il y a un corpus de données qui nous montre, hors de tout doute, que d'avoir un taux sanguin de vitamine D dans le sang réduit le diabète, les maladies inflammatoires, les maladies neurologiques, améliore ton système immunitaire, améliore ton squelette, puis je vais continuer, là. Il y en a plein, là. C'est une pro-hormone, on en a besoin. Le problème, c'est que, puis là, je vais te sortir une autre phrase un peu alambiquée qui sort à mes étudiants. À l'époque où la civilisation et la pudeur n'avaient pas été inventées, on n'avait pas de problème de vitamine D. OK? Là, on est toujours habillé, on est en dedans, on vit au néon puis à la lumière artificielle, donc, on n'a pas. Puis, au Québec, puis si jamais tu as des auditeurs en France, Paris et Montréal ont la même latitude. C'est pas le même climat, mais c'est la même latitude. Donc, c'est le même soleil. Entre l'équinoxe de mars et l'équinoxe de septembre, donc l'été, entre 11h et 15h, c'est le seul temps où j'ai des ultraviolets B qui me permettent de faire de la vitamine D dans ma peau. Je pourrais avoir une dose suffisante si et seulement si je m'expose 40% de la peau. Ça, c'est short t-shirt ou moins. Suffisamment pour atteindre la roseur. J'ai pris du soleil, je le sais dans ma peau. J'ai pas rougi, j'ai pas brûlé. Mais à cette heure-là. Puis il faut qu'il fasse assez chaud pour que j'ai le goût d'aller dehors. En haut de 15 degrés. Parce qu'en bas de 15 degrés, oublie ça, il n'y aura pas d'effet. Il n'y a pas assez d'énergie. Donc, surtout pas en short et en t-shirt, là. C'est ça. Mars devient avril. Dans certaines saisons, devient mai à Montréal ou au Québec. Donc, ta saison est raccourcie. Puis en plus, à ces heures-là, on travaille.
Ou on s'est fait dire par les dermatologues et toute l'industrie qui pousse les crèmes solaires qu'on va brûler, mais on va mourir là. Non, c'est pas vrai. Alors, il faut s'exposer sans protection solaire à la limite de la rougeur, pas rougir. Fait que si tu es blanc, blond, albinos, tu as peut-être besoin de 1 minute, 3 minutes, 4 minutes. Si tu es noir, foncé, de type africain, puis là, pour les Québécois, je vais citer Boucard Diouf, tu n'as peut-être même pas assez d'intensité au Québec. Les Noirs sont beaucoup plus déficients parce que leur peau est constituée pour le Sud. Ça ne les empêche pas de vivre dans le Nord, mais on doit pallier de la même façon que ce que moi je dis, la crème solaire avec parcimonie ici, si je vais dans le Sud, je vais me crémer. Excuse-moi, je ne suis pas habitué à ça. Là. Si je vais à l'Équateur, là, je vais brûler comme une espèce de bacon. On ne veut pas. Alors, la vitamine D, on n'en a pas assez. On n'en a pas du tout 6 mois par année. Puis dans la bouffe, oublie ça, il n'y en a pas. Il y a 100 unités dans un verre de lait si tu prends du lait. Il n'y en a pas d'un fromage. Il n'y en a pas d'un yogourt. Il y en a dans les poissons gras. À peu près 100 à 300 unités par portion. Cool. Mais si tu veux atteindre une dose qui a de l'allure, l'alimentation ne fait pas. Puis la vitamine D végétale, la D2, que tu trouves dans les champignons, le champignon la fabrique comme nous autres avec la lumière. Où c'est qu'on élève les champignons? Dans la noirceur, pour pas qu'il y ait de taches. Fait qu'il n'y en a pas. Et la D2, dans mon corps, est utilisée à 30 de sa valeur. C'est-à-dire, elle est un tiers d'efficacité de la D3. Ça prend des suppléments quelque part. Fait que ça, c'est un exemple. Je peux te parler de certaines plantes, des adaptogènes, par exemple. La ashwagandha, la rhodiola, le ginseng, ont tous des effets documentés pour la résistance au stress, la fatigue, l'antidépresseur. Puis souvent, aussi efficaces que les antidépresseurs sans les effets secondaires. Les oméga-3, pas à dose microscopique, ça prend des vraies doses. Mais là, tu as des effets anti-inflammatoires, cardioprotecteurs, qui vont aider à contrôler, voire réduire la plaque. Il n'y a pas un médicament qui fait ça. Mais ça te prend une dose thérapeutique. Et c'est là où, si tu parles produits naturels, puis moi, j'aime bien parler de substances non brevetables. Grosse différence, parce que là-dedans, il y a des molécules comme le bleu de méthylène, par exemple, qui a été synthétisé en 1853. Il n'y en a plus de brevet là-dessus. Mais tu regardes la science, mais c'est fascinant ce que ça fait, cette molécule-là. Mais là, pour toutes les raisons, on a de la misère à la trouver. Mais les produits naturels, c'est une béquille, c'est un outil thérapeutique, c'est un ajout à ton alimentation. Ça peut être pris dépendant en aigu, échinacée, sureau, etc. pour l'arrivée d'un virus respiratoire, mais prends-le comme il faut, dose de charge importante, réduit après, pastille de zinc. Il y a plein de choses qui sont très bien documentées, qui ont l'avantage d'avoir une innocuité, donc une sécurité de loin supérieure aux médicaments. Ils sont moins pointus, c'est vrai, puis la documentation n'est pas pareille pour une bonne raison. Il n'y a pas de brevet. Donc, il n'y a personne qui investit des millions de dollars pour te prouver quelque chose, parce que la minute que ton étude sort, quelqu'un d'autre met le produit sur le marché en prenant tes études. Alors, les produits naturels au sens large, c'est un coffre à outils. C'est un peu comme n'importe qui a un coffre à outils à la maison. Tu ne prends pas un marteau pour tourner une vis. Tu prends le bon outil pour la bonne indication. Le bon produit au bon moment, au bon dosage pour la bonne personne. Puis qui qu'on va voir pour savoir qu'est-ce qu'on devrait prendre quand on est devant la tablette avec les 50 sortes de vitamine D? C'est quoi les petites choses qu'on peut commencer à regarder, avoir un peu plus de discernement pour choisir quelque chose qui a plus de qualité? Y a-t-il des red flags, des green flags? Et bien sûr, consultation individuelle, c'est probablement la meilleure option. Mais... Oui. J'en fais plus en passant. J'en ai fait beaucoup, puis je répondais à ce genre de questions-là en disant tel produit pour telle raison. C'est ça. Il y a, avant même de se rendre devant la tablette, on devrait faire ce devoir. Donc, l'Internet est une source intarissable avec plein de pièges. Il y a plein de contradictions, plein de gourous et d'experts qui vont dire blanc, puis le prochain dit noir, puis on est tout mal pris. Il faut prendre le temps de trouver des références, des sites variés et souvent qui ne disent pas la même affaire. Puis prendre le temps d'aller chercher pour une indication. Puis là, j'ai tel problème. Tu tapes ça sur Google, puis là, tu as Healthline qui sort, puis bon, tu t'amuses à lire. Puis là, il y a un fil conducteur qui se développe. Puis il y a des gens pour, des gens contre, mais il y a comme un fil. Puis avec ça, là, tu vas magasiner pour ton produit. Deuxième point, les produits, regarde les dosages. Fait que dans ton devoir, tu vas dire, OK, ça fonctionne comme ça, on devrait prendre ça, OK, ça a l'air de ça. Puis là, tu arrives dans une tablette, puis tu sais, mais il y a la moitié des produits qui n'ont pas les dosages thérapeutiques. Pour la simple raison que Santé Canada, dans son processus d'approbation, va préférer avoir des produits sous-thérapeutiques parce qu'il y a bien peur des effets secondaires.
Ben, c'est ça, je m'en allais dire, ça doit être pour se backer, là, si jamais... Ouais. Santé Canada est à l'opposé du thérapeute ou de l'entrepreneur. Le thérapeute ou l'entrepreneur cherche des solutions, cherche des opportunités. Santé Canada voit les problèmes et veut les prévenir. C'est son rôle. Alors, il va une stratégie pour développer des produits qui vont être approuvés par, tant mieux, on l'a, mais toujours avec des règles. Va pas là parce que là, il y a un risque d'effet secondaire. Et la règle de base dans l'approbation, c'est que l'innocuité, donc la sécurité des produits, doit être de type alimentaire. Un médicament peut avoir un profil d'effet secondaire bien plus grave parce qu'il y a un professionnel ou des professionnels autour. L'exemple typique, c'est les médicaments en oncologie. C'est dangereux, ces affaires-là, mais tu ne prends pas ça pour le fun. Non, puis tu as un médecin, une infirmière, un pharmacien, il y a une équipe autour de toi. Produit naturel, tu le prends toi-même. Il n'y a pas d'équipe. Il peut y avoir des conseillers, certains très compétents, d'autres un peu moins. Alors, c'est là où, plus qu'une source d'information, et vas-y avec, tu sais, prends le temps de magasiner. Tu n'es pas obligé d'acheter tout de suite, là. Sauf en urgence, j'entends. Tu as la grippe, là. Va te chercher une équinacée, un sureau, de la pastille de zinc, de la vitamine C, un paquet de choses qui fonctionnent. Mais la vitamine D fonctionne. Mais elle va prendre 3 semaines à faire effet. C'est pas le temps. C'est le temps de l'avoir pris avant. C'est ça. Donc, les dosages, tu veux un dosage thérapeutique, tu veux pas un produit avec 150 000 ingrédients. Il peut avoir beaucoup d'ingrédients, mais chacun doit avoir une pertinence et un dosage. Alors, quand tu as un comprimé ou une capsule, où tu as 1 ou 2 ingrédients que tu connais, puis là, tu as une liste avec 2-3 milligrammes chacun, ça, c'est de la chenoute, là. C'est du marketing. Tu sais, il y a du coenzyme Q10 dans ma multivitamine où il y a 2 milligrammes. Ça prend 200 pour fonctionner. Tu sais? Alors, c'est là où il faut que tu fasses tes devoirs, que tu lises, puis tu prends le temps. Puis tu te fies pas à une personne. Il y a des produits où l'équipe de vendeurs est tellement bonne que les conseillers te disent « Ah, ça, c'est bon! » Puis quand tu regardes le produit, mais ça peut pas être bon, cette affaire-là. Là. Puis il y a des cycles comme ça. Comme je disais, il y a des modes, il y a du marketing. Mais il faut que tu te fasses une tête, puis tu y ailles. Alors, des trucs de base, le magnésium, la vitamine D, les oméga-3, peut-être une multi, dépendant du style de vie que tu as, puis des produits pointus pour toi. As-tu de l'inflammation? As-tu brouillard mental? As-tu un certain âge plutôt qu'un autre? C'est là où tu évolues, puis quels sont tes défis? Exemple, tu as un âge certain et tu fais de l'arthrose. On sait que la glycosamine, le sulfate, pas l'hydrochlorure, la chondroïtine, sulfate aussi, le collagène, le MSM sont des substances actives pour les articulations qui vont aider à maintenir, voire renverser l'arthrose, sérieusement, mais pas de suite. Ça prend 6-12 semaines avant d'avoir des résultats, puis ça va prendre 3 ans avant d'avoir des résultats observables à la radiographie. Mais ça se fait. Alors, il y a des gens qui magasinent, trouvent le produit. Ah, ça, c'est correct, les ingrédients sont... Mais les dosages n'ont pas d'allure. Passe au suivant. Ah, OK. Alors, là, je suis obligé de prendre 2 produits pour avoir ce que je veux. Oh, correct. Mais je veux des dosages. Exemple, la glycosamine, sulfate, pas hydrochlorure, c'est 1500 mg par jour. En bas de ça, je ne sais pas si ça marche. Ça se peut que pour toi, ça marche, parce qu'on est variable, comme l'IMC. Hein? On a toute une variabilité. Mais il y a des dosages qui sont documentés. Le collagène, tu veux 10 grammes par jour. Il y a des 1000 milligrammes sur le marché. Ça te-tu vraiment utile? Je ne le sais pas. J'en doute. Fait que c'est là où tu prends ton temps, tu trouves les produits pour ta réalité. Et oui, c'est une très bonne façon. On y a accès, ça existe. On a des produits de qualité. Pas tous, je suis d'accord. Mais de dire tout ça, c'est pas bon, c'est aussi mauvais que de dire tout ça, c'est bon. Ça prend un sens critique quelque part. Oui, absolument, parce qu'on veut pas être dans aussi l'autre extrême qui est la personne qui a 50 produits de santé naturelle, suppléments, qui ne fait pas attention à son alimentation pour différentes choses, puis qui se fie que là-dessus. Hey, j'ai pris ma petite pilule qui va m'aider contre mon inflammation, produits naturels, puis je peux manger du McDo 3 fois par jour, tu sais. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est beaucoup ce qu'on parle aujourd'hui, hein, la base d'équilibre, revenir à l'harmonie entre tout ça. Il y a eu il doit y avoir des publicités de médicaments où tu prends ça et tu peux manger n'importe quoi après. C'est l'affaire qu'il ne faut pas faire. Il faut se conscientiser sur ce qui rentre. Le carburant qui rentre, là, il est super important. Si tu as un char, tu mets pas de la boîte dedans, tu mets l'essence pour ton char. Alors, ça, c'est une chose. Puis là, je vais faire un petit pitch publicitaire. Sur jyzone.com, il y a des formations thématiques par sujet. Douleur articulaire, syndrome métabolique, ils sont toutes là. Enfin, toutes. J'en ai une trentaine. Alors, ça, c'est une place pour commencer.
Pitch publicitaire, c'est moi, je me vante un peu. Non, mais vraiment, puis on avait parlé de ton site web, là, tout est là. Je vais le mettre dans la description du podcast parce que c'est ça, je suis sûr que les gens vont vouloir aller chercher de l'information. Oui, puis tu as des formations, tu as un blog, plein d'articles, genre 600-700 articles là-dedans, sur toutes sortes de sujets. Fait que tu peux chercher là-dedans, puis c'est une base. Puis avec ça, OK, là, je commence à comprendre, je m'en vais par là, puis là, tu développes. Autrement, tu fais comme là, il y en a partout, c'est contradictoire, je comprends plus. Oui, absolument. Good. Ah, merci Jean-Yves. Je pourrais continuer à parler pendant des heures et des heures. Fait que je vais justement encore une fois encourager les gens à aller sur ton site web, à s'éduquer, à s'informer, à développer leur sens critique, à apprendre à se connaître, à reconnaître les symptômes, puis à prendre soin de leur santé de la bonne façon aussi. On a donné des belles explications aujourd'hui puis des trucs concrets. Puis c'est pas si compliqué que ça, la santé, hein. Je pense que, tu sais, des fois, on cherche la pilule miracle, on cherche le protocole magique. Ben, la base, ça fonctionne. C'est ça. 2 choses qu'il ne faut pas faire. OK? Chercher la pilule magique, ça n'existe pas même dans le médicament. On est toujours déçus. Le protocole miracle, il y en a, mais bon Dieu, écoute, c'est rarissime quand ça fonctionne pour toi. Ça fonctionne, c'est sur le site web, il y a bien des témoignages, mais pour toi, je ne le sais pas. Alors, c'est là où, gros bon sens, les 2 pieds sur terre, qu'est-ce que je peux faire? Puis, on va parler coach 2 minutes. Par quoi je veux commencer? Parce qu'on a plein de défis dans la vie. Mais est-ce que je suis prêt de faire ça? Est-ce que je suis capable de tout faire? Peut-être pas. Je suis pas prêt à faire ça. On parlait d'activité physique. Ben, peut-être que je suis capable de faire une affaire. À un moment donné, on va évoluer. Est-ce que je suis capable de changer mon alimentation complètement? Peut-être pas. Je vais commencer par ajouter quelque chose puis enlever une affaire. L'enlever est plus important que l'ajouter en passant. Fait que c'est là où on part de soi, puis on avance un pas selon notre capacité, selon nos préférences, puis on avance. On avance sur ce beau chemin de la santé. Yes. Merci beaucoup, Jean-Yves. Il me reste une question à poser que je pose à tous mes invités en fin de conversation awesome. Est-ce que tu as une citation ou un mantra préféré? Puis ça serait lequel et pourquoi? Oh mon Dieu. J'en ai tellement que je ne sais pas quoi choisir. Écoute, je vais te dire, la phrase, c'est « Quand on veut, on peut ». Mais le problème, c'est pas sur le pouvoir, c'est sur le vouloir. Est-ce que tu veux vraiment? Parce que je vais te citer un exemple d'un gars qui est maintenant décédé, qui a eu un accident de moto, je crois, qui est devenu quadriplégique. Qui aurait pu s'asseoir sur ton steak, faire « pauvre moi ». Non, écoute, à force de volonté, il est devenu à l'époque le directeur du transport adapté de toute la Naudière. Il s'appelait Luc Rouleau. Énormément de respect pour cet homme-là. Il est mort en 2018. Et donc, c'est le vouloir qu'il faut. Parce que quand tu as le vouloir, tu vas trouver. On dit aussi, une autre phrase dit la même affaire, quand on veut, on trouve des moyens, quand on veut pas, on trouve des prétextes. Oui, j'aime ça. Ça finit bien la belle conversation inspirante d'aujourd'hui. Merci encore, Jean-Yves. Merci, Claudia. J'espère que vous avez apprécié.